une voix solitaire. Je ne sais pas de quoi parler. De la mort ou de l'amour? Ou c'est égal? De quoi? Nous étions jeunes mariés. Dans la rue, nous nous tenions encore par la main, même si nous allions au magasin. Je lui disais « je t'aime », mais je ne savais pas encore à quel point je l'aimais. Je n'avais pas idée. Nous vivions au foyer de la caserne des sapeurs-pompiers où il travaillait, au premier étage, avec 3 autres jeunes familles. Nous partagions une cuisine commune et les véhicules étaient garés en bas au rez-de-chaussée. Les véhicules rouges des pompiers, c'était son travail. Je savais toujours où il était, ce qui lui arrivait. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit. J'ai regardé par la fenêtre. Il m'a aperçu. « Ferme les lucarnes et recouche-toi. Il y a un incendie à la centrale. Je serai vite de retour. » Je n'ai pas vu l'explosion, rien que la flamme. Tout semblait luire, tout le ciel, une flamme haute, de la suie, une horrible chaleur, et il ne revenait toujours pas. La suie provenait du bitume qui brûlait, le toit de la centrale était recouvert de bitume. Plus tard, il se souviendrait qu'ils marchaient dessus comme sur de la poix. Ils étouffaient la flamme. Ils balançaient en bas avec leurs pieds le graphite brûlant. Ils étaient partis comme ils étaient, en chemise, sans leur tenue. Personne ne les avait prévenus. On les avait appelés comme pour un incendie ordinaire. 4 heures du matin, 5, 6. À 6 heures, nous avions prévu d'aller chez ses parents pour planter des pommes de terre. Il y a 40 kilomètres de la ville de Pripyat jusqu'au village de Sperij où vivait sa famille. Semer, labourer, ses occupations préférées. Sa mère évoquait souvent comment ni son père ni elle ne voulaient le laisser partir pour la ville. Ils lui ont même bâti une nouvelle maison, mais il a été incorporé. Il a fait son service à Moscou, dans les sapeurs-pompiers, et quand il est revenu, sapeur-pompier, il ne voulait pas entendre parler d'autre chose. Parfois, c'est comme si j'entendais sa voix, vivante. Même les photos n'agissent pas sur moi autant que sa voix. Mais il ne m'appelle jamais. Et en rêve, c'est moi qui l'appelle. 7 heures. À 7 heures, on m'a fait savoir qu'il était à l'hôpital. J'ai couru, mais la milice avait déjà isolé le bâtiment et n'y laissé entrer personne. Seules les ambulances traversaient le barrage. Les miliciens criaient. Près des voitures, la radiation bloque les compteurs au maximum. Ne vous approchez pas. Je n'étais pas seule. Toutes les femmes avaient accouru, toutes celles dont les maris se trouvaient dans la centrale cette nuit-là. Je me suis lancée à la recherche d'une amie, médecin dans cet hôpital. Je l'ai saisie par la blouse blanche lorsqu'elle est descendue de voiture. « Fais-moi passer !» « Je ne peux pas, il va mal, ils vont tous mal. » Mais je ne la lâchais pas. Juste jeter un regard et elle me dit « D'accord, allons-y, pour un quart d'heure, 20 minutes. » Je l'ai vue, tout gonflé, boursouflé. Ses yeux se voyaient à peine. « Il faut du lait, beaucoup de lait, » m'a dit mon ami. « Qu'il boive au moins 3 litres. » Mais il n'en prend pas. Désormais, il en prendra. Nombre de médecins, d'infirmières et surtout d'aides-soignantes de cet hôpital tomberaient malades, plus tard, mourraient. Mais alors, personne ne le savait. À Moscou, nous avons demandé au premier milicien venu dans quel hôpital se trouvaient les sapeurs-pompiers de Tchernobyl. Et il nous l'a dit, hôpital numéro 6, à Tchoukhinskaya. C'était un établissement radiologique spécial, et l'on n'y pouvait rentrer sans laisser passer. Je donnai de l'argent à la gardienne et elle me dit « Vas-y ». Il me fallut encore quémander et supplier d'autres personnes. Finalement, je me retrouvai face au chef du service radiologique. Angelina Vassilievna Gouskova. Je ne connaissais pas encore son nom. Je ne retenais rien. Je savais seulement que je devais le voir. Elle me demanda aussitôt « Avez-vous des enfants ?» Comment pouvais-je lui dire? Je comprenais déjà combien il était important de taire ma grossesse. Sinon cette femme ne m'aurait pas laissé le voir. Heureusement que j'étais maigre et qu'on ne devinait rien. « Oui, répondis-je. Combien ?» Je me dis, je dois lui dire que j'en ai 2. Pour un seul, elle ne m'autorisera quand même pas à entrer. Un garçon et une fille. Si tu en as 2, tu en auras probablement plus. Maintenant écoute, le système nerveux central et la moelle osseuse sont entièrement atteints. Ce n'est rien, pensai-je, il va devenir un peu nerveux.
Écoute encore. Si tu pleures, je te renvoie tout de suite. Il est interdit de s'embrasser et de se toucher. Ne pas s'approcher. Tu as une demi-heure. Mais je savais que je ne partirais plus. Si je partais, ce ne serait qu'avec lui. Je me fis ce serment. Il changeait. Chaque jour, je rencontrais un être différent. Les brûlures remontaient à la surface, dans la bouche, sur la langue, les joues. D'abord, ce ne furent que de petites chancres, puis ils s'élargirent. La muqueuse se décollait par couches, en pellicule blanche. La couleur du visage, la couleur du corps, bleu, rouge, gris-brun. Et tout cela m'appartient. Et tout cela est tellement aimé. On ne peut pas le raconter, on ne peut pas l'écrire. Je l'aimais. Je ne savais pas encore à quel point je l'aimais. Nous étions jeunes mariés. Nous sortons dans la rue, il m'attrape par les mains et me fait tourner, et il m'embrasse, m'embrasse. Les gens passent et tout le monde sourit. Le pronostic du mal aigu des rayons est de 14 jours. L'homme meurt en 14 jours. Le premier jour à la résidence, les dosimétristes m'inspectèrent. Mes habits, mon sac, mon portefeuille, les chaussures, tout brûlait. On me prit tout aussitôt, même les sous-vêtements. On me laissa seulement l'argent. En échange, on me donna un peignoir de l'hôpital, taille 56, et des chaussons du 43. Peut-être vous rendra-t-on vos habits, et peut-être pas, car il est probable que l'on ne pourra pas les nettoyer, me dit-on. C'est dans cet accoutrement que j'apparus devant lui. Il eut peur. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as ?» Je m'évertuais quand même à faire du bouillon. Je plongeai une résistance électrique dans un bocal de verre pour y faire bouillir de l'eau et j'y jetai des morceaux de poulet, de minuscules morceaux. Puis quelqu'un me donna une petite casserole, une femme de ménage ou une réceptionniste de la résidence, je crois. Quelqu'un d'autre me fournit une petite planche sur laquelle je coupais du persil frais. Je ne pouvais pas aller au marché dans les vêtements de l'hôpital, alors quelqu'un m'apportait ses herbes. Mais tout était vain. Il ne pouvait même pas boire ou gober un œuf cru. Et je voulais tellement lui procurer une gourmandise quelconque, comme si cela pouvait l'aider. J'ai couru jusqu'au bureau de poste. « Les filles, demandai-je, je dois téléphoner d'urgence à mes parents, à Ivano-Frankovs. Mon mari est en train de mourir ici. » Elles ont, je ne sais comment, compris aussitôt d'où je venais et qui était mon mari, et elles ont établi la liaison en un instant. Le jour même, mon père, ma sœur et mon frère prirent l'avion pour Moscou. Ils m'apportèrent des affaires, de l'argent. Le 9 mai, il m'a toujours dit « Tu ne peux pas t'imaginer comme Moscou est beau, surtout le jour de la victoire, avec les feux d'artifice. Je veux que tu vois cela. » Je me suis assise près de lui. Il a ouvert les yeux. « Fait-il jour ou nuit ?» Il est 9 heures du soir. Ouvre la fenêtre. Les feux d'artifice commencent. J'ai ouvert la fenêtre. Au 7e étage, la ville entière s'étalait devant nous. Un bouquet de feux jaillit dans le ciel. Ça alors! J'ai promis de te montrer Moscou. J'ai promis de toujours t'offrir des fleurs, à toutes les fêtes. Je tourne la tête. Il fait surgir 3 œillets dissimulés sous son oreiller. Il avait donné de l'argent à une infirmière pour qu'elle les achète. Je bondis vers lui et lui donne un baiser. « Mon unique, mon amour !» il me gronde. « Qu'est-ce que les médecins t'ont dit ? Il ne faut pas m'enlacer. Il ne faut pas m'embrasser. » Et chaque jour, j'entendais « mort, mort ». Tichoura est mort, Titenok est mort, mort, comme un coup de marteau sur le crâne.
les selles 25 à 30 fois par jour, avec du sang et de mucosité. La peau des bras et des jambes se fissurait. Tout le corps se couvrait d'ampoules. Quand il remuait la tête, des touffes de cheveux restaient sur l'oreiller. Je tentais de plaisanter. « C'est pratique, plus besoin de peigne. » Bientôt on leur rasa le crâne. Je lui coupai les cheveux moi-même. Je voulais faire tout ce qu'il fallait pour lui. Si j'avais pu tenir physiquement, je serais restée 24 heures sur 24 près de lui. Je regrettais chaque minute perdue. Je regrettais chaque petite minute. Mon frère est venu. Il avait peur. « Je ne te laisserai pas entrer là. » Mon beau-père lui a dit. « Mais est-ce qu'on peut empêcher une femme comme elle de faire quelque chose ? Elle passera par la fenêtre. Elle grimpera par l'escalier de secours. » Je me suis absentée. À mon retour, une orange est posée sur la table de chevet. Une grande orange, pas jaune mais rosée. Il me sourit. On me l'a offerte, prends-la. À travers la toile plastique, l'infirmière me fait un signe. On ne peut pas la manger. Si elle est restée quelque temps près de lui, non seulement on ne peut pas la manger, mais encore on a peur de la toucher. « S'il te plaît, mange-la, me demande-t-il. Tu aimes tellement les oranges. » Je la prends. Et entre-temps, il ferme les yeux et s'endort. On lui faisait continuellement des piqûres pour qu'il dorme, des drogues. L'infirmière me regarde d'un air effaré. Et moi, je suis prête à faire n'importe quoi, pourvu qu'il ne pense pas à la mort, qu'il ne pense pas que sa maladie est horrible, que j'ai peur de lui. Des bribes d'une conversation me reviennent en mémoire. Quelqu'un m'exhorte. Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme aimé qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif avec un fort coefficient de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire, prenez-vous en main. Et moi, comme une folle, je l'aime, je l'aime. Pendant son sommeil, je chuchotais, je t'aime. Je marchais dans la cour de l'hôpital, je t'aime. Je portais le bassin. Je t'aime. Je me souvenais de notre vie avant, dans notre foyer. Il s'endormait seulement quand il prenait ma main. Il avait cette habitude, me tenir la main, la nuit, toute la nuit. Je donnais naissance à un garçon. Maintenant, j'ai quelqu'un pour qui vivre et respirer. Il comprend tout très bien. Maman, si je pars chez mamie pour 2 jours, tu pourras respirer ? Non, je ne pourrai pas. J'ai peur de me séparer de lui, même pour une seule journée. Nous marchions dans la rue et je me suis sentie tomber. C'est à ce moment que j'ai eu mon hémorragie cérébrale, là, dans la rue. « Maman, je peux t'apporter de l'eau ? » ?»« Non, reste à côté de moi, ne va nulle part. » Et j'ai serré fort son bras. Je ne me souviens pas de la suite. J'ai rouvert les yeux à l'hôpital. Mais je le tenais tellement fort que les médecins ont eu du mal à desserrer mon étreinte. Et un bleu est longtemps resté visible sur sa peau. Maintenant, quand nous sortons, « Maman, ne me prends pas par le bras, je ne te quitterai pas. » Il est malade, lui aussi. 2 semaines à l'école, 2 semaines à la maison avec un médecin. Voilà comment nous vivons. Chacun de nous a peur pour l'autre. Et Vassili est dans chaque coin. Ses photos. La nuit, je lui parle et lui parle. Les gens de la centrale vivent à côté de moi, les gardiens, comme on les appelle. Ils ont travaillé là toute leur vie. Et à ce jour, ils continuent à prendre leur poste. Plusieurs d'entre eux ont des maladies terribles, sont invalides, mais ils n'abandonnent pas la centrale. Qui a besoin d'eux aujourd'hui ? Et où ? Beaucoup meurent. Sur le coup,
Un homme était assis sur un banc et il est tombé. Un autre attendait l'autobus dehors et il est tombé. Il meurt. Mais personne ne les a véritablement interrogés sur ce que nous avons vécu. Les gens n'ont pas envie d'entendre parler de la mort, de l'horrible. Mais moi, je vous ai parlé d'amour, de comment je l'aimais,